Le bilan carbone en entreprise. Rien que le nom, ça peut paraître un peu complexe, peut-être même une contrainte. Mais en réalité, c'est un outil stratégique hyper puissant. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment s'en emparer et en faire un véritable atout. Alors, on commence par la question la plus simple, mais aussi la plus fondamentale. Pourquoi se lancer là-dedans? Pourquoi une entreprise devrait-elle calculer son empreinte carbone? Eh bien, ce n'est pas juste pour la forme ou pour cocher une case. Non, c'est une décision qui peut vraiment redéfinir la performance et la solidité d'une boîte sur le long terme. Bon, voici le programme. On va d'abord explorer le pourquoi, c'est-à-dire tous les bénéfices stratégiques. Ensuite, on décode le jargon technique, histoire qu'on parle bien tous le même langage. Puis, on passe au guide pratique, étape par étape. Et on finira par le plus important, comment on transforme tous ces chiffres en un plan d'action qui tient la route. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi calculer son bilan carbone? On va se concentrer sur 5 bénéfices stratégiques vraiment clés. En fait, penser bilan carbone, c'est penser performance globale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser ses ressources et donc, bien souvent, réduire les coûts. C'est aussi un moyen super efficace de mieux anticiper les risques liés au climat. Et puis, ça joue sur l'humain. C'est un véritable aimant à talent. Ça booste l'image de marque. Et bien sûr, c'est la meilleure façon de devancer les futures réglementations. Et ce chiffre, il est juste énorme. 80%! C'est la proportion de salariés qui, à offre égale, choisiraient une entreprise engagée pour l'écologie. C'est une étude de CSA et LinkedIn qui le dit. Autant dire que c'est un argument de poids pour attirer et garder les meilleurs profils. Ok, les bénéfices sont clairs. Mais concrètement, de quoi on parle? Maintenant que le pourquoi est posé, on va s'attaquer au quoi. Il est temps de décoder un peu le jargon, et notamment ces fameux scopes 1, 2 et 3 dont on entend tout le temps parler. Alors, le bilan carbone, c'est quoi au juste? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un diagnostic complet, une sorte de scanner qui va mesurer toutes les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Et pour pouvoir tout additionner, on convertit ces différents gaz en une seule unité, l'équivalent CO2. C'est le point de départ, la photo de famille, pour savoir où on en est. On commence avec le scope 1. C'est le plus facile à comprendre. Ce sont les émissions directes, celles qui sortent, pour ainsi dire, des cheminées de l'usine ou des pots d'échappement des véhicules de l'entreprise. Pensez aux chaudières des bâtiments, au carburant de la flotte, bref, tout ce que l'entreprise brûle elle-même sur place. Le scope 2, c'est l'étape d'après. Là, on parle des émissions indirectes, mais qui sont liées à l'énergie qu'on achète. En gros, ce n'est pas l'entreprise qui émet directement, mais c'est par exemple la centrale à charbon ou à gaz qui produit l'électricité qu'elle consomme. C'est l'empreinte carbone de son électricité, de sa vapeur, de son chauffage. Et on arrive au fameux scope 3. Alors lui, attention, c'est le gros morceau. C'est de loin le plus vaste et souvent le plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il englobe tout le reste de la chaîne de valeur. Les émissions des fournisseurs, le transport des marchandises, les voyages d'affaires, les déplacements des salariés pour venir au boulot, et ça va même jusqu'à l'utilisation des produits vendus par les clients. C'est l'empreinte carbone totale, de A à Z. Et cette image, elle résume tout. Le scope 3, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Souvent, il représente plus de 80% des émissions totales d'une entreprise. C'est énorme. Et ça veut dire que c'est là que se trouve le plus grand levier d'action. C'est là que sont les vraies opportunités de réduction. Bon, on a vu le pourquoi, on a vu le quoi, il nous reste le comment. Passons maintenant au guide pratique. Comment on fait concrètement pour réaliser son bilan? Le processus, il tient en 5 étapes assez logiques. D'abord, le cadrage. On définit le périmètre. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Ensuite, la collecte des données. C'est souvent la partie la plus longue. Il faut être minutieux. Après vient le calcul pour transformer toutes ces données en CO2. Puis l'analyse pour repérer les points chauds, là où ça pêche le plus. Et enfin, l'étape cruciale, on établit le plan d'action. Justement, pour la collecte de données, il y a 2 grandes approches. L'idéal, le top du top, c'est l'approche par flux physique. On compte les litres d'essence, les kilowattheures, les tonnes de matériaux. C'est précis, c'est factuel. Mais parfois, ces données sont difficiles à obtenir. Dans ce cas, on peut utiliser l'approche monétaire qui se base sur les euros dépensés. C'est moins précis, c'est plus une estimation, mais c'est une alternative bien utile pour commencer. On arrive à la dernière partie et honnêtement, c'est la plus importante. Parce qu'avoir des chiffres, c'est bien, mais les transformer en une vraie stratégie, c'est beaucoup mieux. Voilà, le bilan est terminé. Les chiffres sont là, noir sur blanc. La grande question qui se pose, c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on passe de ce rapport parfois un peu indigeste à des actions qui ont un réel impact? C'est tout l'enjeu.
Pour répondre à cette question, il y a un outil qui est redoutablement efficace, la matrice de priorisation. L'idée est toute simple, on va classer chaque action possible selon 2 axes. D'un côté, son impact pour réduire les émissions, de l'autre, sa facilité de mise en œuvre. Regardons ça avec un exemple concret, un cabinet de conseil en informatique. En haut à gauche, on a la case magique, fort impact, facile à mettre en œuvre. Ici, ce sont les déplacements domicile-travail. Encourager le télétravail ou le vélo, ce sont des victoires rapides. En haut à droite, fort impact, mais difficile. Les achats. Changer de fournisseur de services numériques pour des acteurs plus verts, c'est plus complexe, mais c'est crucial. Et en bas, les actions à plus faible impact. D'un seul coup d'œil, les priorités deviennent limpides. Et pour guider toutes ces décisions, il y a une règle d'or, une hiérarchie à toujours avoir en tête. Éviter, réduire et seulement en dernier recours, compenser. La priorité absolue, c'est d'éviter de créer l'émission. Si on ne peut pas, alors on la réduit au maximum. La compensation, via des projets de réforestation par exemple, ça doit rester le filet de sécurité pour les émissions qu'on ne peut vraiment pas supprimer. Pour résumer, on voit bien que le bilan carbone, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Au contraire, c'est le point de départ. C'est l'outil qui permet d'identifier les risques, de dénicher des économies et de lancer une transformation en profondeur. La vraie question n'est donc pas « faut-il le faire ?», mais plutôt celle qui s'affiche à l'écran, par où commencer ? Quelle sera la toute première action du plan ?